S'il y a bien quelque chose qui colle à la politique et au pouvoir, c'est bien la corruption. Et figurez-vous que ça ne date pas d'hier. Sous l'Ancien Régime, ce genre d'abus était déjà courant. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On y va. Avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On vous remercie. Sous l'Ancien Régime, un homme politique pouvait tomber en disgrâce, parce qu'il avait perdu en influence, ou pire, les faveurs du roi. C'était rarement le fait d'irrégularités financières ou de corruption. Dès le Moyen-Âge, dans les monastères notamment, des mesures sont prises pour respecter un minimum la gestion de l'argent public. La dilapidation ou le gaspillage de l'argent public par un administrateur était considéré comme un comportement non vertueux. Mais c'est à peu près tout. Et en réalité, il faudra attendre pour avoir une vraie réflexion sur le sujet de la corruption et de la dépense sans contrôle des comptes publics. Cela peut s'expliquer facilement, déjà par la nature de l'Ancien Régime. Dans la monarchie absolue, le roi peut utiliser les fonds publics librement, sans rendre de compte à personne. Il peut ainsi offrir de nombreux cadeaux ou récompenses à ses fidèles. Et la noblesse, ou la grande bourgeoisie, avait besoin d'argent. On était dans un monde d'apparence. Il fallait montrer son rang, son statut dans la société. Et pour cela, avoir un train de vie conséquent. En plus, un homme qui venait d'accéder à une fonction prestigieuse, non seulement il devait vivre une existence luxueuse, mais ses proches aussi. La haute société ne pouvait se permettre d'avoir des parents ou un frère dans le besoin. L'enrichissement des ministres et des hauts magistrats était consubstantiel à leurs fonctions. C'était une nécessité sociale. La dénonciation publique des scandales pouvait avoir lieu, mais n'était quasiment jamais suivie de poursuites judiciaires. Tout le monde avait intérêt à protéger ce système, les juges notamment, qui bénéficiaient de pots de vin gigantesques. En Espagne et dans l'Amérique espagnole, il y avait tout de même le procès en résidence. Lorsqu'un gouverneur était en fin de mandat, un magistrat publiait une annonce pour que les gens puissent porter plainte s'ils le souhaitaient. On pouvait ainsi vérifier le nombre d'abus commis par l'ancien gouverneur. Mais c'était rarement suivi de procédures de justice. Et pourtant, il y en a eu des actes de corruption. On peut parler de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Ce dernier était duc de Lerma et favori du roi d'Espagne Philippe II. Il était également l'homme le plus puissant et le plus riche du royaume. Cette immense fortune venait principalement des détournements de fonds, de la fraude comptable et de la spéculation urbaine. L'homme a profité du déménagement de la cour de Madrid à Valladolid pour acquérir et revendre de nombreuses propriétés, comme le grand filou qu'il était. Mais la limite de s'enrichir grâce à son statut de favori, c'est que vous risquez de le perdre, le statut. Après l'intronisation de Philippe IV, le nouveau favori, le comte d'Olivares, va intenter un procès au duc de Lerma et le condamner à 72 000 ducats par an pour rembourser toutes ces années de faveur. Pour certains, en Espagne, ça se finira plus rapidement, et plus mal. Rodrigo Calderón, un homme d'affaires, se verra reprocher les fautes du duc de Lerma, et sera décapité en 1621. Le ministre Pedro Franquera sera lui emprisonné à vie, et l'intégralité de sa fortune saisie sur demande du roi lui-même. En Angleterre, c'est la même chose avec le premier duc de Buckingham, Georges Villiers. Il fait une grande carrière sous le règne de Jacques Ier, et de son successeur, Charles Ier. Pendant de nombreuses années, il va engendrer un énorme patrimoine financier, venant principalement des pots de vin. Il y eut bien une enquête en 1621 de la part du Parlement anglais, mais sans suite. Pour Buckingham en tout cas. Toute la faute est retombée sur un de ses hommes, le célèbre philosophe Francis Bacon, lord chancelier, qui perdit son statut et dut payer une très forte amende. Buckingham va finalement subir les intrigues de la cour et sera assassiné en 1628. Il y avait de la corruption en Espagne et en Angleterre. Ok, mais qu'en est-il de la France? Eh bien, au XVIIe siècle, c'est notre pays qui symbolise le mieux les relations entre richesse et pouvoir. On ne compte plus les ministres, gouverneurs, administrateurs des impôts qui se sont fait construire de somptueuses demeures, des châteaux, avec des fortunes établies grâce à une gestion douteuse des finances publiques. L'un des plus célèbres d'entre eux n'est nul autre que le cardinal Mazarin.
Mazarin, c'est l'homme qui dirigeait le pays jusqu'à la majorité de Louis XIV, et même un peu après. Cet homme, un grand homme d'État, était particulièrement connu pour son avidité financière. Tout était prétexte à faire de l'argent. Tout se vend, tout se monnaie, jusqu'à la moindre petite faveur. Il fut l'homme le plus riche d'Europe au XVIIe siècle. Sa fortune était équivalente à 6% des revenus annuels de la France. C'est gigantesque. Vous y ajoutez une bibliothèque personnelle de 50 000 volumes et une énorme collection d'art. Tout cela en plaçant des hommes à lui à tous les postes clés, des hommes qui lui étaient redevables. Toujours sous Louis XIV, l'homme d'État Nicolas Fouquet aura moins de chance. Ce dernier, vicomte, surintendant des finances et procureur général de Paris, menait une vie fastueuse, remplie d'or et de luxe. À la mort du cardinal Mazarin, c'est lui qui devient l'homme le plus riche de France. Un jour, il eut l'outrecuidance d'inviter le roi à déjeuner dans son château de Vaux-le-Vicomte. Pour construire cet édifice, il fit appel aux meilleurs, le Vaux, le Brun, le Nôtre, et bien d'autres encore. La fête que Fouquet organise pour le roi est si extraordinaire, si indécente, que le roi s'en fâche. Il y a des feux d'artifice, des artistes venus de toute l'Europe, un buffet gigantesque servi dans de la vaisselle en or. C'en est trop pour le roi, qui soupçonne Fouquet d'avoir obtenu sa fortune de manière douteuse. Colbert, le premier ministre de Louis XIV, use de toute son influence pour faire tomber le surintendant en disgrâce. Le 5 septembre 1661, Fouquet est arrêté pour malversation par le mousquetaire d'Artagnan. Toute sa fortune est saisie, et le magistrat sera condamné à la prison à vie. Comme quoi parfois il faut rester discret. Bien sûr, tout ça s'est arrangé depuis, notamment depuis l'avènement de la République. Il n'y a plus de pouvoir suprême, les politiques sont élus pour un certain laps de temps, et les procès en corruption, réels ou supposés, font partie de la vie politique courante. Alors attention, avant que certains ne s'excitent dans les commentaires, je précise. Je ne dis pas qu'il y a moins d'affaires de corruption aujourd'hui, pas du tout. Il y en a sûrement autant. Mais disons qu'avec toutes les lois sur la transparence, ça sort quand même plus vite. Et il y a beaucoup plus de politiciens condamnés que sous l'Ancien Régime. Ah, la corruption. Une longue histoire. Et elle est toujours d'actualité. On pourrait citer par exemple... Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux Instagram et TikTok. On n'oublie pas de liker, de commenter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine!